Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Vert. Vert, si vous ne le savez pas encore, c'est un média qui raconte toute l'actualité de l'écologie en 7 minutes par jour, chaque jour dans votre boîte mail ou sur notre site web. Pour vous inscrire au prix de votre choix, rendez-vous sur vert.eco. Notre invité du jour collectionne les casquettes. Il est tantôt humoriste, reporter, romancier. Il dirige un groupe de rock macroniste ainsi qu'un escape game. C'est un peu le Bernard Tapie de l'écologie, quoique on ne le connaisse pas encore en politique, mais ça ne saurait tarder. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir le trublion radiophonique Guillaume Meurice. Bonjour Guillaume. Bonjour et merci. Bernard Tapie, ça me va très bien. On ne te l'avait pas encore fait celle-là? Non, on ne me l'avait pas encore fait. Et Non. pourtant. Et c'est vrai qu'il a tout fait. Hein. Théâtre, chanson. Ouais. Mais il manque que la politique, j'ai vérifié. Escape Game, il doit l'avoir fait aussi probablement. Mais... Bon, il s'est planté en politique, hein, Tapie. Enfin, il était ministre, mais c'était pas dingue. Ouais, c'est la classe Et quand même. il voulait être maire de Marseille, ça a foiré. Bon, ok. Bon, c'est le Poulidor de tous les métiers finalement. Donc Guillaume, il y a une casquette que tu portes plus souvent que les autres, c'est celle de France Inter, puisque tous les jours tu vas avec ton petit micro siglé rouge et blanc à la rencontre de tes contemporains. Alors tu vas sur les marchés, dans les foires, les salons, très souvent dans l'ouest de Paris, plutôt dans les beaux quartiers. Là où Greta Thunberg est celle dont on ne doit pas prononcer le nom. et donc, chaque jour, tu vas recueillir l'avis de tes camarades, de tes concitoyens sur tout un tas de sujets. Et souvent, tu recueilles quand même les avis plus extrêmes et les plus radicaux. Est-ce que c'est pas un petit peu désespérant quand même au quotidien? Bon, c'est déjà très amusant quand même d'aller comme ça dans la rue. Oui, alors souvent, je vais sur les marchés parce que c'est vrai que c'est un endroit où les gens stagnent un peu, ils discutent, donc je peux un peu repérer les gens qui sont en train de discuter par exemple d'un sujet de société, je m'approche, je tends l'oreille. C'est assez amusant d'aller dans la rue au hasard à la rencontre des gens et puis de recueillir ce qu'ils pensent ou alors ce qu'ils pensent penser. Je dis souvent ça, mais je pense que ils ont l'impression d'avoir une certitude sur quelque chose et puis dès qu'on met un petit doute sur cette certitude, le raisonnement finit par finalement peut-être des fois se déliter, se casser la gueule. Ça m'intéresse beaucoup, le raisonnement par l'absurde. Donc vraiment, je kiffe. Si vraiment c'était désespérant, je le ferais pas. J'ai pas le goût du sacrifice. Et c'est pas désespérant, oui, parce que je crois pas. Alors je recueille des paroles radicalisées, parce que moi ce qui m'intéresse c'est le discours, c'est pas forcément la personne. Mais je crois pas que les gens le soient, les gens en général, quoi. Je suis pas sociologue non plus, mais bon, comme j'interroge des gens tous les jours, je crois qu'ils soient eux-mêmes radicalisés. C'est-à-dire, je crois qu'il y ait autant de gens que ça qui ont des certitudes fermes et définitives. Donc, je reste optimiste en faisant ça. Et comme ça, à la louche, il faut que tu en interviewes combien pour tomber sur vraiment le type qui te balance un scud, le truc que tu vas reprendre dans ta chronique l'après-midi? Alors, ça va dépendre des thèmes et des lieux. Et... Bon, Anne Hidalgo, j'imagine que ça marche bien. Voilà, si c'est Hidalgo dans le 16e, bon, ça va aller vite. Greta Thunberg, pareil. Donc, ça dépend vraiment, on va dire, en moyenne, une quinzaine maximum, quoi. C'est rare que j'interroge plus de 15 personnes. Les sujets les plus difficiles, c'est les sujets économiques. Parce que c'est plus difficile de faire de l'humour sur rembourser la dette ou des choses comme ça, mais dès que ça touche à l'immigration, l'écologie, ou même les APL, l'assistanat, des choses comme ça, oui, là c'est sûr que c'est des sujets qui sont beaucoup brassés dans les émissions de débat, dans les talk-shows. Donc tout le monde a un avis sur ces sujets-là. Et voilà, c'est ça, ouais. Tout le monde a déjà entendu des gens dire des trucs. Donc ouais, c'est plus facile ces sujets-là. Ouais. Et est-ce que 2020, c'était une année qui t'a particulièrement inspiré pour trouver des sujets de chronique? Ah pas particulièrement. Enfin, toutes les années sont inspirantes. Après, c'est assez cyclique. Hein. C'est vrai que les thématiques reviennent souvent. Par exemple, il y a toujours un débat sur le voile à un moment donné dans l'année, 1 ou 2 ou 3 des fois. Ouais. Alors ça change évidemment. Des fois, c'est le voile chez Decathlon. Des fois, c'est le voile à la plage. Voilà. Donc c'est comme Martine un peu. Il y a toujours Mais bon, il y a des sujets un peu qui reviennent. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des angles à chaque fois un peu différents. Pour éviter de se répéter tout le temps, quoi. Mais 2020, oui, il y a évidemment la pandémie, quoi. Mais même en temps de pandémie, il y a eu quand même, il y a les violences policières. Enfin, il n'y a pas eu que ça, quoi. On retient, oui, évidemment, on va retenir, parce qu'on n'en est pas encore sorti, donc on ne sait pas pour combien de temps on en a, mais la vie a continué quand même malgré tout, et le débat d'idées a continué malgré tout. Donc ouais, je retiens 2020, mais comme les autres années. Les années intéressantes, c'est les années d'élection présidentielle.
parce que tout se focalise sur des candidats, c'est un peu les castings, c'est un peu la nouvelle star mais de la politique, quoi. Donc chacun est derrière son candidat, défend son candidat. Les militants sont une bonne source de chronique aussi. Et alors, il y en a un qui fait de l'humour sur l'économie, c'est ton, ton camarade d'antenne, Dominique Seux, que tu présentes parfois comme l'autre humoriste, l'humoriste de droite de France Inter. Assez dépend. Il ne sait pas, mais oui, il me fait rire. Donc Dominique Seux, c'est un chroniqueur sur les sujets économiques de France Inter, qui est connu pour ses positions très libérales, et qui d'ailleurs est l'un des dirigeants du journal économique Les Échos. Est-ce que c'est pas compliqué de partager l'antenne avec quelqu'un comme Dominique Seux, ou quelle relation vous entretenez Parce que sur l'écologie notamment, vous n'êtes pas tout à fait raccord, j'ai l'impression, sur les grands sujets de ce genre. Non, des relations cordiales, parce que déjà je le croise pas souvent, parce que lui il est le matin et moi je suis l'après-midi. Donc je le croise quand je fais les chroniques avec Charline, parfois dans la matinale. C'est un type très sympa, ouvert au dialogue et tout, donc ça j'ai aucun souci. Humainement on s'entend très très bien. Après oui, c'est sûr que c'est la voix du grand capital, quoi. C'est les Échos, c'est Bernard Arnault, donc c'est il faut rembourser la dette, on paye trop d'impôts, trop de fonctionnaires. Enfin voilà, c'est le catéchisme du capitalisme, quoi, si on veut utiliser les grands mots. Donc bon, moi ça me dérange pas, parce que c'est le débat d'idées, c'est la pluralité, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Et puis on sait qui est Dominique Seux quand il parle, c'est les Échos, donc voilà, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de neutralité, il donne son avis, et voilà, il a le droit, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des débats qui traversent une radio comme France Inter, où finalement chacun fait son truc de son côté, voilà, le matin c'est plutôt libéral, de droite, croissanciste, et puis l'après-midi, dans votre émission Par Jupidémie, par Jupiter, c'est la case de gauche, et puis finalement les gens se rencontrent pas trop Alors nous, il y a vraiment deux choses distinctes. Il y a la rédaction, donc c'est vraiment de l'info, donc c'est la matinale, même le 5-7, le téléphone sonne, donc ça c'est vraiment la rédaction, l'information, quoi. Et nous, on est à la case des programmes, donc déjà on n'est pas au même étage. Donc c'est vrai qu'on se croise pas, on se côtoie pas, donc non, il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là. Après l'organisation de la grille, là, il faudra interroger le directeur des programmes. Est-ce que lui voit les choses comme ça? Peut-être, je sais pas. On dit souvent que à France Inter, la gauche est confiée à l'humour, quoi. Que les humoristes sont tous de gauche, etc. Ouais, sans doute, il y a de ça, ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une volonté, en fait, ou dans quelle mesure c'est compliqué de faire de l'humour de droite. Je ne saurais pas dire, en fait. Moi, c'est un mec... Non, mais je sais pas, je suis un Tu mec... connais pas d'humoriste de droite, non? C'est compliqué parce que quand tu fais de l'humour, tu as toujours tendance quand même... quand tu fais de l'humour, disons, sur une thématique sociale, tu as toujours tendance à te mettre du côté de celui qui subit. Enfin, ce qui paraît logique, quoi. Alors, de l'humour de droite, ça serait de se mettre du côté de celui qui domine. Mais il y a Xavier Gors qui l'a très bien fait pendant longtemps dans Le Monde, avec ses indésirables. Ouais, alors je connais pas toute l'œuvre non plus de Xavier Gors, mais j'avais plus l'impression que c'était de la provoque, un peu maladroite, gratos, pas maîtrisée, quoi, on va dire, qu'une vraie idéologie. Mais peut-être je me trompe, je connais pas, pour le coup là, je connais pas assez. Donc oui, c'est peut-être pour ça qu'on a ce sentiment-là. Mais est-ce que c'est une volonté? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on parle assez d'écologie à la radio publique française, sur Radio France? Ça a mis du temps, mais là, ça arrive, je crois. Ouais, il y a une émission maintenant. Comme de toute façon, c'est une thématique qui est dans l'air du temps. Mais c'est en retard, hein, ça c'est sûr et certain, quoi. Mais oui, il y a une émission maintenant. Je crois qu'il y a une chronique dans la matinale. Et il y a une émission qui s'appelle La Terre au carré, qui est consacrée à l'écologie. Mais je crois que c'était mis en place il y a un an, peut-être un peu plus. Donc c'est assez tardif. Et puis comme dans toute la société, c'est des rapports de force. Donc à un moment donné, tout met du temps à évoluer, quoi. Je veux dire, il y a une énorme inertie, quoi. Donc après, il y a eu quand même une émission, donc cette émission qui s'appelle La Terre au carré, qui est une émission consacrée à l'écologie, mais à côté, il y a des pubs pour les SUV, quoi, pour les 4x4. Tu disais, qu'est-ce qui se passe? On entend tous les points de vue. Il faut aller voir la régie pub, puis c'est Radio France, donc c'est quand même une énorme machine. D'ailleurs, il a été question de réduire les publicités pour les produits les plus émetteurs de CO2 sur Radio France. Ouais, alors je ne sais pas où ça en est, mais ça a été mis en débat, donc déjà ça avance. Et après, il faut qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait prise de décision, qu'il décide, etc., etc. Donc tout est, moi, à mon goût, beaucoup trop long, évidemment. Mais ça avance, voilà, on va être optimiste. Tu as l'impression que le service public radiophonique fait son travail quand même sur le sujet? Ouais. C'est plus facile de toute façon sur une radio publique, ou en tout cas sur l'audiovisuel public, puisque on est moins soumis aux annonceurs. Donc c'est vrai que l'argent, c'est l'argent de la redevance.
Donc voilà, c'est pas Total qui nous finance la moitié de la grille, quoi. Là, ça serait un vrai problème, parce que c'est un vrai problème dans les médias privés, quoi. Alors toi, tu as grandi, si mes infos sont correctes, dans un petit village de la Pampa Ouais. Côte d'Orienne qui s'appelle Le Châtelet. Alors ça, c'est là où ouais, j'ai grandi de 0 à 6 ans et demi. D'accord. Et après, j'ai déménagé dans la Pampa franc-comtoise, en Haute-Saône. Ouais. D'accord. Et alors, j'allais te demander, donc le Châtelet, 223 habitants au Ah ouais, dernier recensement en 2015. Est-ce que tu as gardé des attaches dans ces deux endroits-là? Et comment est-ce qu'on parle d'écologie là-bas? Est-ce que c'est un sujet dans les deux villages dans lesquels tu as vécu Ah bah alors, j'étais trop petit là dans le premier village. Dans le deuxième village, est-ce qu'on parlait d'écologie? Non, pas vraiment. Hein. C'était une terre d'agriculture, donc agriculture assez à l'ancienne. Comment Enfin, ça à s'appelle? l'ancienne, non, justement, intensive, on va dire. Enfin, on aimerait que ce soit à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc j'ai pas souvenir d'avoir eu avec mes potes d'enfance ou même d'adolescence des discussions, et puis même dans les votes. Alors mes parents ont toujours été assez écolos, et c'était les premiers adhérents à Greenpeace quand ça a été créé. Enfin voilà, ils sont dans le game depuis le début. Mais je crois pas que les Verts faisaient des gros scores dans mes deux villages d'enfance, non. Comment s'appelait le deuxième, là? Jussé. Jussé. Ouais. D'accord. Et t'as pas gardé de contact là-bas? Si, j'ai des potes encore, pas à Jussé même, mais j'ai des potes qui continuent à habiter là-bas. Ouais. Et alors, quel rapport est-ce que tu entretiens avec la nature? Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans ta vie? Ouais, alors, de par mon enfance, déjà de par mon éducation, j'ai été sensibilisé assez tôt à ces thématiques-là, à l'époque où c'était pas à la mode, quoi. Et puis, oui, quand t'es gamin et que tu grandis à la campagne, tu vas quand même de toute façon toujours dehors, dans les bois, faire des cabanes. Donc, tu as un rapport de base assez charnel, quoi, assez sensible à la nature, sans forcément te faire des théories dessus ou verbaliser ce que tu ressens. Et puis aux animaux aussi, quoi. Alors, quand tu habites à la campagne, moi j'aimais bien avec mon père aller voir le brame du cerf, ou aller voir les chevreuils. Je le fais encore d'ailleurs. Ils ont déménagé, ils sont en Bourgogne maintenant, mais je le fais encore. Donc tu as tout le côté faune sauvage, même les oiseaux, des choses comme ça. Ça, j'ai été beaucoup avec mon père voir ça. Ça me fascinait, ça me plaisait vachement quand j'étais gamin. Et puis quand tu es à la campagne, tu as l'autre aspect qui sont les animaux d'élevage. Et là, c'est moins funky, c'est moins rigolo. Mais bon, ça existe aussi. Et puis voilà, ça fait partie du vivant. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure dans d'autres thématiques. Mais je pense que oui, j'ai jamais trop réfléchi à ça, mais je pense que ma sensibilité écolo, elle vient de ces deux choses-là, ouais. Et est-ce que tu y vas encore régulièrement? Est-ce que tu as, je sais pas, un pied-à-terre à la campagne, un endroit où tu prépares la fin du monde? Non, je suis pas Yves Cochet. Non, c'est marrant ce qu'il a fait, Yves Cochet, parce qu'il a vraiment créé un endroit pour la fin du monde, sauf que le premier truc qu'il devrait acheter, c'est des armes. Hein. Parce que si à la fin du monde, moi je vais chez Yves Cochet. Ça a l'air bien. Le mec, il a tout créé, je vais aller. Donc Yves Cochet, c'est cet ancien ministre de l'Environnement qui est un peu survivaliste, quoi, qui est un endroit où il est totalement autosuffisant, où il y a des chevaux pour faire, pour faire le labour. Et il a dit, j'ai créé un endroit autosuffisant. Bon, ok, on vient. Il s'attend à Walking Dead, lui. Il n'est pas dans un truc où il va s'entendre avec son voisin. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, donc non, toi, tu vis à 100% à Paris. Est-ce que j'ai gardé oui, mes parents habitent en Bourgogne maintenant, dans l'Yonne. Donc pareil, c'est la campagne aussi. C'est un petit bled de 400 habitants. Donc j'y vais régulièrement. Mais oui, non, maintenant j'habite à Paris. Et puis quand je me déplace, c'est pour les tournées de spectacles dans le monde d'avant. Et là, j'ai pas trop le temps. C'est vraiment, tu viens, tu joues, tu repars, quoi. Donc oui, chez mes parents, quand j'y vais, ouais, j'aime toujours autant aller aux champignons, me balader, ouais. Et ça te manque pas à Paris? Parce que pour trouver un arbre, il faut se lever de bonne heure ou venir sur notre plateau. Là, je suis bien. Non, pas trop. Si je dois être honnête, non, ça me manque pas trop. En fait, c'est plutôt le fait de savoir que, tu vois, mes parents, ils habitent à 1h30 de Paris. Donc, je sais que j'ai la campagne et un point de chute à 1h30 de Paris. Et le fait de savoir que tu peux t'échapper à tout moment, ça me suffit quasiment à supporter, si on utilisait des grands mots, le monde urbain, quoi. Et puis moi, j'ai un rapport à la ville un peu facile parce que je la subis pas, quoi. C'est-à-dire tous les matins, je suis avec mon micro et je me dis, tu vois, c'est limite si je prends le plan de Paris et je me dis, alors, où est-ce qu'on va? Tu vois, j'ai un truc
qui n'est pas oh mince, je vais encore prendre les transports en commun, faire un boulot qui me plaît pas. Et là, j'imagine, ça doit être vraiment, oui, métro, boulot, dodo, enfin voilà, la galère, quoi. Mais là, moi, je suis privilégié à ce niveau-là, donc je vis pas mal le fait d'être en ville, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de la notion d'effondrement, voilà, l'idée selon laquelle, à plus ou moins brève échéance, un système ou tous les systèmes à la fois pourraient s'effondrer et donc la société qu'on connaît pourrait collapser. Est-ce que c'est une notion qui te parle et est-ce que d'une certaine manière tu t'y penses comme ça J'ai lu tous les matins en te rasant. Ouais. En me rasant. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est une hypothèse, quoi, qui est pas farfelue, quoi, qui est de moins en moins farfelue, on va dire. C'est pas les livres de Pablo Servigne que j'ai préférés. Moi, j'ai adoré L'Entraide, justement. Je trouve que ça a un côté démobilisateur. Mais bon, voilà, ils vont te répondre, enfin, ils vont me répondre. Bah oui, mais nous, on dit la vérité, on t'alerte sur un truc, donc voilà, c'est à prendre comme tel, quoi. Mais je trouve que trop rabâcher ça, c'est très. Bon, de toute façon, c'est foutu. Limite, quand j'entends ça, je me dis, bon, bah. Du coup, c'est foutu. Donc, tu manges un saucisson dans l'avion et puis voilà. De la viande, c'est ce que j'allais dire. Amenez-moi un cochon et puis terminé, quoi. Donc, ça m'ennuie à ce niveau-là, quoi. Ça m'ennuie de ce discours que de toute façon, ça va se casser la gueule. Et en fait, peut-être c'est vrai. Enfin, il y a de grandes possibilités que ça soit vrai. Ça m'aide pas, quoi. Moi, ça m'aide pas en tant que citoyen à me dire, enfin, en tant qu'être humain, quoi, à me dire, bon, bah, agissons, faisons des choses. Alors peut-être que si, hein, peut-être que pour d'autres, moi c'est très perso, quoi. Peut-être que pour d'autres, ça va être l'inverse. Ils vont se dire, bah merde, tout va se casser la gueule, donc agissons. Pour moi, la peur est pas mobilisatrice. Donc voilà, et même évidemment, c'est pas enthousiasmant quand tu lis un livre comme ça. Alors que L'Entraide de Pablo Servigne, toujours lui, m'a vachement enthousiasmé, quoi. C'est l'idée que notre système est basé sur la compétition. Pour aucune autre raison qu'une raison idéologique de structure, quoi. Et qu'en fait, ce qui fait tenir tout ça, c'est plutôt la coopération. Et ça, pour moi, c'est révolutionnaire, ça, de penser comme ça. J'aimais déjà cette idée, parce que j'adore Albert Jacquard, les livres d'Albert Jacquard, qui a très tôt écrit sur la compétition, quoi. Et c'est vrai que même quand t'es gamin, bah, je sais pas, t'as des réflexes, tu fais la course, moi je jouais au foot, fallait gagner, tu remets jamais en question. Surtout en tant que garçon. En plus, ouais, sûrement, peut-être ça joue aussi, ouais, bien sûr. Et puis, la première fois que j'ai lu des trucs comme ça, je me suis dit, oui, après tout, enfin, on s'en fout. Ce qui m'a fait plaisir, c'est pas tellement de gagner, c'est d'avoir joué. Enfin, et ça c'est ça l'écologiste, hein, ça veut pas jouer pour gagner, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas non plus jouer pour perdre, quoi. C'est trouver le plaisir ailleurs que dans le fait de dominer, quoi. Albert Jacquard, il disait un truc qui m'avait marqué, qui est tout con, hein, mais il disait, moi, je veux pas être gagnant parce que je veux pas créer des perdants. C'est hyper triste de créer des perdants, de créer de la tristesse. C'est hyper gnangnan, hein, ça peut paraître hyper gnangnan, mais pas du tout, en fait. Et en plus, structurellement, oui, même notre civilisation est basée essentiellement sur la coopération, quoi, même depuis le début. Enfin, je sais pas, si tu voulais aller chasser le mammouth tout seul, tu vas rester végétarien. Non, mais voilà, donc... Et puis même les plantes, maintenant tout... Voilà, on sait, maintenant on a des grandes connaissances sur comment le monde du vivant s'organise. Voilà, en coopérant plutôt qu'en se foutant sur la gueule. Donc ça m'enthousiasme vachement plus. Mais bon, je sais que la question n'était pas spécialement sur Pablo Servigne, mais comme bon, il est considéré comme une des têtes d'affiche de la collapsologie. Et d'ailleurs, on serait ravis qu'il vienne nous parler de ses livres les plus enthousiastes. Mais bien, Pablo, alors. Ouais. Oui, bah, l'invitation est lancée, Pablo Servigne, si tu nous écoutes. Et bon, en vrai, roman... C'est la question vérité. Roman, escape game, cahier de vacances, groupe de rock. Tu fais tout ça pour faire taire tes angoisses de mort un peu, non? C'est pour oublier la fin du monde, à vous. Oh bah, alors c'est la séquence psy, là. C'est ça, ouais, sûrement, ouais. Non, mais je me dis, moi je suis pas croyant, donc je me dis, l'existence c'est un voyage entre deux néants. Bah, autant l'occuper en faisant des trucs cool, quoi. Bon, moi, là, déjà, j'ai une base. Moi, je suis né blanc dans un pays occidental, hétérosexuel, tu vois, donc... en Bourgogne, en plus. En Bourgogne, d'un milieu modeste, mais pas pauvre. Donc, je suis ultra privilégié, quoi, pour le coup.
je me suis jamais, je peux pas me plaindre de quelque chose, quoi. L'existence a plutôt été très chouette avec moi, donc oui, j'essaye de m'amuser et d'amuser les autres, de pas être trop chiant pour les autres non plus. Donc ouais, je fais plein de trucs, ouais, ouais. Bah oui, oui, tout ce que je peux faire qui m'amuse, je le fais. Et puis Alors peut-être que c'est pour oublier. Enfin, j'ai pas trop d'angoisse de la mort, mais peut-être que tu vas me dire c'est du déni. ouais, c'est ça Ouais, mais en peut-être. fait si, bah peut-être. Ça, la gauche se fourvoie, hein, elle aime pas voir la réalité en face. J'ai remarqué un Peut-être c'est peu. ça, voilà. On y Ouais, et revient puis peut-être que toujours, le tu déni. t'es rassuré par l'action du gouvernement en matière de climat et de préservation de la biodiversité, Ouf, peut-être. là ça va vite, hein. Ça... Ouais, ouais, non mais c'est fou, mais ça peut pas rentrer dans leur logiciel en fait, puisque bah là on va revenir à la compétition, quoi. Mais eux, leur façon de penser, c'est de se dire qu'il faut gagner une bataille, une course. Donc ils courent, quoi. Tout le monde court, quoi. Et plus personne sait pourquoi on court en vrai. Donc quand tu leur dis, je crois que ces mecs-là, enfin Macron et compagnie, quoi, ils pigent pas, quoi. Je suis peut-être naïf, hein. Non, mais je les vois pas comme des méchants dans les films, quoi. Avec un chat sur les genoux, faire ah, j'ai encore bien niqué la planète aujourd'hui. Il y a évidemment énormément d'avidité, il y a énormément de mégalomanie, énormément de passion triste, on va dire. C'est un mot à la mode. Mais je crois surtout qu'il y a énormément de la bêtise en vrai. C'est de la bêtise, quoi. Et puis On se dit, ils ces sont gens-là dans sont un autre intelligents. paradigme, ils sont dans un... Ouais. Enfin, toutes leurs valeurs sont à rebours des tiennes un peu, j'imagine. Ils voient le monde en négatif, Mais ouais, peut-être. carrément. Mais le monde pour eux, c'est la compétition permanente, quoi. Enfin, bon, j'aimerais pas être à leur place, ça tombe bien, j'y suis pas. Mais j'aimerais bien qu'ils soient pas à la place à laquelle ils sont. Et ça, c'est moins cool parce qu'ils y sont. Et ouais, alors il y a des tentatives, tu vois, la tentative de Nicolas Hulot, bon, enfin, je trouve ça encore plus naïf que moi, quoi, de se dire non, non, mais si, t'inquiète, je vais savoir lui parler. Bah, vas-y, quoi, mais je trouve, bon, ça fait perdre du temps, quoi. Il a pensé qu'ils étaient plus forts que la structure et ouais. que... Et c'est même pas. Oui, alors il y a la structure, si, je suis d'accord, mais il y a aussi le fait que ils comprennent pas les enjeux, ils ne sont pas là-dedans, quoi. Ils disent oui, mais la croissance. Et là, mais là, on va mourir, en fait. Bah oui, mais il faut que le PIB il soit à tel point de croissance parce que nous, on a promis sur les marchés financiers, etc., etc. Donc, oui, évidemment, là, c'est la structure, mais même leur logique n'est jamais de se dire, non, attendez, on va faire une pause là. Et le Covid aurait pu permettre ça, quoi. Et a permis ça à un moment donné. On parlait de nationaliser les entreprises à un moment donné. On parlait de ralentir la consommation et on s'est rendu compte qu'en fait, tous les gens essentiels à la survie d'une société, c'était les gens les plus maltraités, les plus mal payés. Donc les soignants, les éboueurs, voilà. les petites mains du commerce. La vie t'a mis sous le nez. Tiens, en fait, regarde. Et ben même là, non. Pige pas. C'est un peu désespérant. Bah, de toute façon, c'est pas désespérant dans le sens où j'ai pas d'espoir dans ces gens-là. D'accord. Donc, je suis pas désespéré. Ouais. On dit tout. Ouais, en les interrogeant, c'est marrant parce que tu n'as pas cité tout à l'heure, mais je vais pas mal à l'Assemblée aussi. Et bah, c'est là qu'on s'est vu la première fois ah d'ailleurs. ben voilà. Et on se dit toujours, bah ouais, c'est des gens qui sont élus, les députés, ils votent les lois, donc c'est des gens intelligents, quoi. On est un peu dans l'imaginaire collectif. Et en fait, non. Hein. C'est des gens... Non, mais en fait, Tout non. simplement. Non, ouais. En les interrogeant, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui n'étaient pas cyniques, qui n'étaient pas, comme je disais tout à l'heure, maintenant je suis à une bonne place, je vais profiter de la voiture avec chauffeur, c'est même pas ça, ils ne s'en pas, mais c'est juste qu'ils pensent bien faire, parfois, souvent. C'est ça le pire. Tu vas dire, non, tu vois bien que c'est de la merde en fait. Ils sont capables de supprimer 5 € d'APL à des gens qui n'ont déjà pas à bouffer. Tu dis, bah, t'es con. Ah oui, mais non, parce qu'on m'a dit que ça allait relancer. Mais tu m'as déstabilisé au début. Je disais, ah ouais, mais en fait, ils sont cons. C'est fou. Du coup, ça rend un peu fou, quoi. Parce que il faudrait leur, je sais pas, leur faire des stages de vraie vie ou j'en sais rien, quoi. Oui, c'est une vieille idée, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Non, ça n'a jamais marché. Non, j'ai pas d'idée pour la. Enfin, si, j'ai des idées sur comment on peut organiser mieux la démocratie, mais en tout cas, là, on n'y est pas, quoi. Gros sujet. Bah, alors, l'Assemblée,
puisque c'est ça qu'il y a aujourd'hui dans notre démocratie. Restons-y. Ouais. Il y a une proposition de loi donc, de la majorité En Marche et du MoDem qui passe en ce moment à l'Assemblée nationale, qui est au sujet du bien-être animal, donc un sujet qui te tient à cœur, il me semble. On y cause de fin des cirques, des delphinariums, donc je vais te poser des questions un peu à la volée. Les cirques, on arrête ou on peut les garder? On garde les clowns, quoi. C'est bien les clowns. Non, on arrête les animaux dans les cirques, évidemment. Bon, sous réserve que les clowns ne soient pas en cage non plus, quoi. C'est quoi? Sous réserve qu'on sorte les clowns des cages. Ouais, Free clowns. Ouais, non, évidemment, c'est complètement anachronique, quoi, maintenant. Enfin, je suis même pas sûr que les gens aillent voir les cirques pour voir des animaux. Enfin, c'est un côté glauque, un lion dans une cage qui monte sur un... C'est triste, quoi. Qui monte sur un pot, qui descend. C'est un peu suranné comme vision. Ouais, tu dis, bon, c'est bon. Puis le cirque, c'est chouette. Enfin, il y a plein d'artistes trapézistes. Il y a plein de trucs au cirque, en fait. Donc oui, on vire les animaux dans les cirques, oui, ça c'est sûr. On vire les dauphins des delphinariums aussi? Ouais, ça c'est encore... ouais. Bah ouais, pareil, ouais. Ouais, je suis parrain d'une association qui s'appelle Cétacé, qui milite donc pour la fermeture des delphinariums. Et je m'étais jamais trop posé la question avant, en fait. C'est Blackfish, comme beaucoup de gens, qui m'a sensibilisé, le documentaire Blackfish, qui m'a sensibilisé à ça. Je savais pas trop d'où ça venait, de SeaWorld, donc aux États-Unis, du fait qu'on a dressé des dauphins aussi pendant la guerre, parce que c'est facile à dresser, et puis que tu peux leur foutre une bombe sur le museau ou s'en servir pour déminer. Enfin, donc il y a eu beaucoup d'expérimentation sur ces animaux-là. Et puis après, une fois que la guerre est finie, on se dit, bah, on a des animaux dressés, qu'est-ce qu'on en fout? C'est marrant aussi, comme il y a plein de saloperies qui viennent de la guerre, un peu comme le glyphosate, l'agent orange, etc., quoi. Ça rajoute il y a des saloperies qui restent après la saloperie, et tu dis, bah, du coup, on va continuer un peu en faisant du pognon quand même avec. Donc ouais, non, bah, je sais même pas comment on peut encore aller voir un spectacle pareil. C'est pas un spectacle, quoi. Ils font à la limite, c'est pas s'ils chantaient, ça serait spectaculaire. Oui, ils progressent pas depuis le temps, là. Vous avez appris à chanter un dauphin. Mais là, ils font des roues dans les... Enfin non, nul. On arrête. Allez, passe à autre chose. Est-ce qu'on enlève les chasseurs de leur chasse? Plus compliqué, sujet plus compliqué. À mon avis, c'est assez difficile quand même de le faire du jour au lendemain, parce que, alors, bon, il y a la mythologie révolutionnaire française qui fait que ça, c'est un acquis de la Révolution, donc on l'a volé aux nobles, le droit d'aller chasser dans la forêt, etc. Bon, je pense qu'il y a les priorités, c'est les élevages d'animaux qui sont faits pour être chassés, enfin le sketch des inconnus. En fait, la réalité, voilà, du coup, moi, pour avoir vécu à la campagne longtemps, des fois, la fiction est toujours en dessous de la réalité. Quand ils envoient des galinettes, c'est quoi? Ouais, vraiment, c'est ça, quoi. Vraiment, les faisans, ils bougent pas, quoi. Enfin, quel plaisir tu peux avoir. C'est du sadisme, en fait, vraiment pur et simple, quoi. Comment tu peux défendre ça? Donc, je pense que c'est la priorité. Il y a plein de fausses infos. Bah, voilà, les sangliers, on dit il y en a trop, mais oui, il y a des élevages de sangliers. Les chasseurs élèvent aussi des sangliers pour les buter. Enfin, je pense qu'il faut y aller étape par étape, quoi. On ne peut pas dire d'un coup, bon, bah, la chasse, c'est terminé. Mais ouais, c'est sûr que c'est... Alors, c'est marrant parce que Macron, par exemple, comme il ne connaît rien, la ruralité, ce n'est pas du tout son univers. Pour lui, la ruralité, c'est la chasse. Donc, il se dit, bon, bah, les campagnes, tu vois, hop, ça va être la chasse. Donc, il fait des cadeaux aux chasseurs en disant... Il a baissé le prix de la licence de chasse, il me semble. Oui. Parce que les chasseurs, il y a beaucoup de pratiquants encore. Ça reste un lobby assez puissant, quoi. Donc, la Fédération des chasseurs, on revendique 1 million. Bon, après, c'est invérifiable, évidemment. Mais... Ouais, mais bon, c'est quand même pratiqué, quoi. Tu vois, il suffit d'aller sur les routes, tu les vois. Et donc Macron, son truc, c'est de se dire, voilà, la ruralité, ils vont pas m'emmerder. J'arrose les chasseurs, enfin, je leur baisse le permis de chasse, tout ça. Et comme ça, eux, ils me gèrent la campagne, quoi. En plus, ils ont des armes. On ne sait jamais. Il vaut mieux mettre le pognon dans ceux-là, quoi. Voilà, que dans les écolos, qui ont des sabots. D'ailleurs, ils considèrent que c'est des Amish. Enfin, tu vois le niveau de déconnexion du mec, quoi. Ouais. J'ai l'impression de le défendre en disant ça. J'ai l'impression de me dire, faut pas lui en vouloir, il est juste bon. Tu lui fais, ouais, c'est juste de la naïveté, finalement. Ouais. Bon, bref. Est-ce que tu penses qu'il faut en finir avec les cages et même avec l'élevage, enfin toutes ces formes d'exploitation animale? Autre sujet, il vient toujours pareil.
L'argument que tu entends tout le temps, c'est oui, mais du jour au lendemain, on ne veut pas relâcher les vaches comme ça dans la nature. Oui, ce serait Non. drôle de se le dire. Ouais, ça, si, bon, quand même. Mais non, mais oui, non, évidemment, il y a Alors moi, je suis très, très copain avec L214 et très, très fan de leur travail parce que c'est un vrai boulot de lanceur d'alerte, quoi. Et c'est de dire aux gens, bah, vous voulez manger de la viande, ok, mais voilà comment elle est produite. Et là, on dit produire de la viande, enfin, c'est tout. Enfin, même la sémantique, elle parle, quoi, du coup. Donc oui, oui, évidemment, enfin, mettre fin à l'élevage intensif. Hein. Après, c'est des mots, après, élevage intensif. Alors, tu as des mecs qui vont te dire, bah oui, mais à partir de quand, jusqu'à quand? Bah, c'est des normes, hein. La société, c'est des normes, c'est des droits, c'est du droit, c'est des lois. Donc, Ouais, j'allais te poser la question jusqu'où alors. Est-ce que toi, tu voudrais juste voir la fin de l'élevage intensif ou par exemple de vison pour la fourrure? Ouais, il y a des priorités. Bon, bah, la vision pour tu vois, ça, on peut dégager vite fait, quoi. Il y a des pays qui le font. Mais nous, de toute façon, c'est que des trucs. Ça va finir par arriver, en fait. Donc, c'est juste l'inertie d'une espèce de vieux monde, quoi, qui est encore là. Donc, tu as encore des gens qui vont dire j'ai le droit, si je veux, de manger de la viande. Mais on sait qu'à un moment donné, ça progresse. Donc, on sait que les manteaux de fourrure, ça va être terminé. Mais bon, on a encore des débats là-dessus. Ouais, ça me paraît anachronique, en fait. C'est marrant parce que, anecdote, Dupond-Moretti, avant qu'il soit ministre, il est venu dans notre émission. Je pensais t'en parler, mais vas-y, tu peux le sujet sur Il y a une petite passe d'armes sur la corrida. Et bref, et après l'émission, on a continué à discuter, parce que le mec aime bien discuter, quoi. Il est avocat et tout. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, mais non, mais de toute façon, c'est le sens, l'histoire te donnera raison, parce que de toute façon, on va vers cette société-là, quoi. Donc tu vois, même les mecs, alors lui, il est très chasse à fond et tout, tu vois. Bah, il a même préfacé le bouquin du patron de la Fédération des chasseurs, donc il est pro-chasse à ce point-là, quoi. Ouais. Mais même ces mecs-là, ils savent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont aussi agressifs. Même ces mecs-là, ils savent que c'est fini, quoi. Que c'est bon, on va passer à autre chose. Et donc voilà, je trouve que ça ralentit, quoi. Ils nous ralentissent. Ça va dire, venez, on arrête. On est tous copains, on va se bouffer un steak de tofu, ça ira bien, quoi. Ouais, il y a plein de trucs intéressants avec ces débats-là. Tu vois, la viande artificielle, par exemple, ça les fait hurler. Alors que ce qu'ils bouffent, c'est déjà de la viande artificielle, parce que les animaux, ils sont gavés de médoc et que de toute façon, ils sont déjà sélectionnés génétiquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire artificiel? Enfin, il y a tout. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de mythologie. Il y a la mythologie du chasseur, donc héritier de la Révolution française, qui maintenant peut aller prélever du gibier, parce qu'ils ne disent pas tuer. Ou réguler. Ou réguler. Voilà, ils n'assument même pas le fait de tuer. Parce qu'il a contact avec la nature. C'est lui qui est ils avaient fait une pancarte première écologiste de France, un peu troll, un peu marrante, à dire. Mais en vrai, il y a de ça, quoi. Il y a, ouais, mais nous, on connaît bien la nature, donc on est proche, on la défend, etc., quoi. Bon, non, plus personne n'y croit, en fait. Je ne sais même pas si quelqu'un y a déjà cru à ce truc. Donc venez, on arrête. C'est comme le badge 1 million d'emplois du MEDEF à l'époque, du CICE. Je dis arrête, on perd du temps, passons à autre chose. Et toi, t'es végétarien, si je dis pas de bêtises, pas vegan, végétarien. Ouais, non, je suis pas vegan. Et alors, la légende dit que tu l'es devenu à l'occasion d'une chronique au Salon de l'Agriculture. Est-ce que tu veux raconter cette histoire? Ouais, bah, j'étais déjà pas mal sensibilisé à l'écologie. Mais bon, bah voilà, j'avais pas fait le lien, évidemment. Enfin, évidemment, non, j'avais pas fait le lien. C'est quoi, tu discutes avec une petite fille Ouais, alors ça, c'est le prétexte que moi, j'ai utilisé perso pour arrêter. Je me suis dit, voilà, donc je résume. Salon de l'Agriculture, j'interroge une petite gamine qui est en train de caresser une vache ou un gamin. Je crois que c'est une gamine. Et je lui dis, t'es jolie, jolie la vache et tout. Oui, elle est très jolie. Je lui dis, t'aimes bien? Elle me dit oui. Et je lui dis, t'aimes bien les steaks? Elle me dit, bah oui. Je dis, bah là, t'es quand même en train de caresser un truc que tu vas découper pour bouffer, quoi. Et je me dis, tu vas faire ça à un enfant, tu te dis, salaud et tout. Et en même temps, c'est la vérité, bon. Et je me suis dit, voilà, si je passe ce son-là, alors à ce moment-là, moi, je peux plus manger de la viande après. Donc, je me suis servi de ça, en fait, dans ma vie perso pour dire, allez, pour être cohérent là-dessus, au moins, j'arrête de manger de la viande. Et je sais pas, c'était il y a 5-6 ans, peut-être. Ouais, 6 ans. Et tu sais qu'il y a une pétition sur change.org pour que Guillaume Meurice devienne vegan. Hein. J'ai vu. Tu l'as vu? En fait, tu l'as signé? Je sais plus, peut-être, ouais. Il doit pas y avoir beaucoup de signatures. C'est intéressant parce que, il y a des choses, par exemple, mes parents, ils ont des poules, tu vois, manger les œufs des poules du jardin de mes parents, je vois pas le problème.
Bon. J'avais la même réflexion avec le miel, mais depuis on m'a expliqué le problème que ça posait de sélectionner des races d'abeilles plutôt que d'autres, etc. Donc moi, ça m'a fait un peu cogiter. Mais je mange toujours du miel. Mais non, mais c'est intéressant. On cherche toujours à être le plus cohérent possible. Alors on n'y est jamais, parce que tant mieux d'ailleurs. Et puis tant mieux pour mes chroniques, parce que c'est là où je peux aller chercher les contradictions qu'on a tous, quoi. Mais c'est pas mal de cogiter à ça, quoi. Mais c'est vrai que j'achète plus de fromage, ouais, enfin. Mais oui, le véganisme qui consiste à pas manger. Alors peut-être qu'un jour on va m'expliquer, bah si, les poules. Mais tant qu'on. Moi je suis assez. J'essaye d'être le plus rationnel possible, on va dire. Donc si on m'explique et que je trouve qu'il y a un problème, en fait, je tiens pas particulièrement à manger des œufs. Ça va pas être le combat de ma vie de dire non, je veux continuer à manger des œufs. Donc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un piège aussi, le piège des petits gestes, le piège de plus écolo que moi tu Oh, si, meurs, si, le si, piège ouais. de attends, ah bon, t'es écolo mais tu manges encore du miel, enfin t'es pas vraiment écolo. Oui, oui, non, mais là c'était un truc que tu te fais dans ta tête, un débat que tu as dans ta tête ou avec des copains en discutant. De toute façon, moi je me sens même pas militant d'une cause, quoi. Je me dis, voilà, moi je suis comme ça. Enfin, même dans mes chroniques, je ne me considère pas comme militant. Je me dis, voilà mon avis, j'essaie de le donner de manière rigolote parce que ça m'amuse et puis j'aime bien amuser les gens. Sinon, je ferais des éditos, tu vois. Mais ça me ferait chier. Et ça ferait chier tout le monde. Mais je ne dis pas aux gens, j'ai raison, suivez-moi, quoi. Je me dis, bon, bah voilà, il y a peut-être matière à cogiter sur cette thématique. Voilà ce que moi je pense plutôt. Voilà, c'est plutôt comme ça. Discutons, voyons comment on fait avancer le dossier, quoi. Alors, en parlant de rigoler, Pierre Desproges, bon, qui est, je crois, un de tes maîtres un peu dans l'humour, non Franchement, j'ai pas vraiment de maître. Mais Pierre Desproges et Coluche, c'est les deux qu'on cite tout le temps quand tu fais de l'humour en France. C'est les deux dieux. Mais t'avais fait une chronique où tu imitais Desproges justement pour l'anniversaire Oui. de sa mort, où Bon. c'était, enfin d'ailleurs, un très bel exercice de Ouais, style. c'était casse-gueule, ouais. Et donc je m'étais dit peut-être que Desproges, c'était ta manière de rendre un peu un hommage à quelqu'un qui est important dans ta carrière d'humoriste. Mais peu importe, Non, c'était pas non, le sujet. pas vraiment. Mais j'aime bien, hein, mais non, non, c'est pas. J'ai pas tellement de maîtres, ni Dieu ni maître. C'est ça. Non, bon, alors, Desproges disait, en tout cas, que pour lui, il fallait rire de tout. On doit rire de tout, de la misère, de la guerre, de la mort. Bon, au reste, est-ce que la mort se gêne pour se rire de nous? Oui, oui. Mais comment on C'est fait pas aujourd'hui mal. pour rire de la fin du monde? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce que, Bah, c'est le truc le plus rigolo. À la fin du monde, là, c'est un sujet facile. ah Parce oui. que c'est l'absurdité totale, quoi. Donc ça va, ça pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est plus les crispations qu'il peut y avoir sur, je sais pas, la religion ou l'identité ou des thématiques comme ça, ouais. Mais ça, c'est amusant, du coup, de porter la blague dans la plaie, quoi. Donc d'aller voir pourquoi c'est autant crispé dans la société, ces sujets-là. Et puis, bah, après, l'humour, enfin, chaque humoriste a un peu ses raisons, peut-être parfois un peu psychanalytique, ça c'est toi qui me diras. Mais J'ai pas de ronche chez Psychologie Magazine, c'est pas, c'est pas le genre. je vois que tu as un petit tropisme. Mais moi, ça me permet de prendre de la distance par rapport au réel, quoi. Ça, pour moi, c'est plus une défense qu'une attaque. Parfois, on me dit, ouais, mais tes cibles, moi, j'ai pas de cible. Ou alors, on me dit, tu tapes. La dernière fois, quelqu'un m'a dit ça, c'est Nadine Morano. Elle a dit, mais vous tapez toujours sur les mêmes. Je dis, mais Nadine, déjà, je tape sur personne. Je fais des blagues. Donc, ça va. Et puis, oui, non, c'est plutôt une défense. C'est plutôt une manière de mettre le réel à distance. Et puis, puis c'est peut-être même une pudeur de se dire, je vais pas vous exposer mon avis en pleine gueule. Je vais essayer de le faire avec des blagounettes. Donc ouais, on peut rire de tout, on doit rire de... Genre, on doit rien, on fait ce qu'on veut. Tant que ça fait pas chier les autres. Bon, bah, Desproges reste dans ta tombe. Hein. Non, mais sa formule était... Bah, c'est issu d'une chronique célèbre parce qu'il l'a fait face à Jean-Marie Le Pen. Donc lui-même se posait la question. Il a longtemps hésité à faire cette émission. En disant, est-ce qu'on peut rire avec, quoi? Rire avec la personne qui professe des idées... qui sont celles qu'on Il a connaît, répondu, tu vois. c'est dur. Et ouais. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'en plus, on le voit dans la vidéo, Le Pen, il est hilar tout le temps, donc ça leur rend sympathique. Donc c'est des questions qui sont intéressantes. Au-delà de la formule qui reste, c'était une vraie question, quoi. Et lui, je conclue en disant, pas avec n'importe qui. En l'occurrence, il était quand même avec, avec Le Pen. Il a fini par la faire. Je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais. On peut jamais savoir. Je suis pas des proches, ça tombe bien. T'as jamais fait une chronique en face de Marine Le Pen?
Non, mais ça pourrait arriver. Hein. Mais là, c'est pas dans le même cadre. C'est-à-dire que c'était une émission de divertissement. Et là, ils avaient l'invité de cette émission de divertissement était Jean-Marie Le Pen. Quoi. C'est comme si nous, on invitait Marine Le Pen, par exemple. On le ferait jamais. On le ferait pas. Dans l'émission de l'après-midi Ouais, avec déjà, on Charline n'invite aucun Vanhoenack. politique. Parce que c'est pas la place pour ça. Quoi. Donc c'est pour ça que des proches, il était là-dessus. Quoi. Alors nous, quand on a, si on a les invités de la matinale devant nous, c'est les invités de la matinale, c'est pas les nôtres. Quoi. C'est pas pareil. Est-ce que tu as des humoristes à nous recommander pour loler en attendant la fin du monde? Ouais, bah plein. J'aime bien un mec qui s'appelle Haroun, Ouais. qui est voilà, pur stand-up, mais avec un style qui me plaît, quoi, tu vois, un peu dans la déconstruction logique des choses. Qui a un humour assez politique aussi, Ouais, assez assez porté sur politique, la chose politique. qui cogite. Après, moi, j'aime bien le Gorafi. Enfin voilà, c'est plus ma sphère d'influence, on va dire. Enfin, ce qui m'influence, c'est plutôt ce genre d'humour. J'aime encore bien regarder, si pour les anciens, Groland. C'est l'ancienne génération, mais je trouve que c'est des gens qui me donnent un peu envie de vieillir, quoi. Je me dis tiens, j'aimerais bien être comme eux à cet âge-là. Après, dans la nouvelle génération, il y en a tout. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais à Inter, il y a quand même des chouettes personnes. J'aime beaucoup Guillermo Guise, moi, qui me fait bien rigoler. Chez Nagui, il est le midi. Et puis après, moi, j'adore aussi les gens qui sont hyper loin de ce que je fais. J'adore Monsieur Fraise, qui est un humoriste complètement... c'est très difficile de définir son humour. Loufoque, quoi, on pourrait dire absurde. Il est capable, par exemple, de faire un sketch de 5 minutes sans parler. Et du coup, ça te met dans un état de tension ou de malaise. Alors soit tu détestes, soit c'est tellement angoissant que tu te casses. Mais moi, ça me fait péter de rire. Et voilà, Thomas VDB qui fait des chroniques de notre émission. Et toujours un peu dans l'absurde aussi. Ouais, dans l'absurde. Il y a Marina Rollman qui fait pas mal d'humour aussi sur quinoa, véganisme, un peu. Qui ça? Marina Rollman. Ouais, voilà, ouais, non, je trouve il y a des dans toutes les générations en fait, il y a des gens hyper intéressants. Puis moi j'aime bien, mais il y a tellement d'humoristes. Alors c'est un peu le débat, est-ce qu'il n'y a pas trop d'humoristes? Bah non, enfin chacun, du moment que tu fais marrer les gens et puis qu'ils viennent à tes spectacles, ils ont pas un flingue sur la tempe pour venir. Donc non, j'aime bien j'aime bien comme ça foisonne, quoi. La création artistique en général et humoristique, ça me plaît bien, ouais. Et est-ce que tu considères, comme d'autres, qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui? Bah, du coup, non. Non, c'est même l'inverse, quoi. Et tant mieux. C'est-à-dire que les gens qui disent ça, pourquoi ils disent ça? C'est parce que quand ils disent un truc et qu'il y a une réaction d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, ils vont dire « Ah, ben on ne peut plus rien dire ». Ben non, justement. On peut dire, toi tu peux dire, les gens qui ne sont pas d'accord avec toi peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, et ça s'appelle un débat d'idées, voilà. Et c'est sain. Donc, c'est très... ça m'a toujours étonné, quoi, que ces mecs-là disent on ne peut plus rien dire. D'ailleurs, l'anecdote de Pascal Praud, Pascal Praud, il a demandé ma démission. Pascal Praud, dans ses émissions, il dit tout le temps on ne peut plus rien dire. Aujourd'hui, la France, on ne peut plus rien dire. Et du coup, je dis un truc qui lui déplaît, et il dit tu pourrais dégager. C'est cocasse. Tu vois, je dis bon. Donc, on peut tout dire, et tant mieux. Tant mieux. Jusqu'à les limites de la loi, diffamation, insulte. Et alors, c'était quoi la énième provocation qui a fait que Pascal Praud a demandé ta tête? C'était au moment où il y avait les manifs contre les violences policières. Et puis l'article 24, là aussi, de la loi, le projet sécurité. J'avais tweeté une photo de mon spectacle, d'ailleurs, qui est projetée dans mon spectacle en fond sur une chanson qui est un bisounours avec une matraque. Et j'avais mis hashtag ACAB et hashtag All Cops are bisounours. La blague était expliquée en fait dans le truc. Et lui, il a dit regardez, il a mis ACAB, ça veut dire All Cops are bâtards. Il dit c'est un scandale, alors que tu allais te dire la blague est expliquée. Enfin, puis un bisounours, il n'y a pas de. Ouais, mais il fallait descendre dans la deuxième ligne du poste et tout, c'est chiant. Quoi. Et alors, je me pose toujours la question, quoi. Je me dis, est-ce que c'est de la mauvaise foi ou est-ce qu'il est con? Je me rappelle discuter avec lui en disant, parce que si c'est de la mauvaise foi, bon, il me considère peut-être comme un adversaire idéologique ou politique, j'en sais rien ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, quoi. Donc, là, alors il va sur le coup de la mauvaise foi et puis il essaye de me faire passer pour un mec. Bon, alors je dis pourquoi pas, je me dis pourquoi pas, oui, je vois la stratégie. Mais si juste il n'a pas compris, je dis attends, bon, t'as pas compris en fait. Alors que c'était pas compliqué parce que j'avais mis le truc dessous. Ça m'interpelle vachement à ce niveau-là.
J'essaie toujours, en fait, même, tu vois, chez les députés, quand je te parlais des députés, quand je vais à l'Assemblée, j'essaie toujours de voir la part tu comprends pas le problème, ah ouais, tu comprends, mais en fait, tu t'en fous. Et j'ai remarqué que l'ancienne droite qu'on avait avant, les sarkozystes, les députés UMP, puis les républicains, etc., ils avaient ce cynisme-là. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils te la faisaient à l'envers. Ce qui leur donnait un côté sympathique, en vrai. Chirac, tu vois, c'est le mec, il a fait à l'envers tout le monde. Hein. C'est un sale type, Chirac, quand même. Pasqua, etc. Enfin, c'est une sale époque. Hein. Ils ont fait des sales coups. Mais ils n'essayaient pas de te la faire à l'envers. Tu vois, ils étaient là, ouais, bon, oui. Mais ils se drapaient pas dans les bonnes intentions. C'est comme ça, allez, on va manger un bout de saucisson et boire une bière, quoi, tu vois. Alors que là, l'époque de Macron et puis tous ces macronistes-là, ils essayent de te dire que oui, non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. On est d'accord avec toi, oui, bien sûr. Tu vois, ils sont d'accord tout le temps, quoi. Ils disent oui, l'écologie, c'est important, bien sûr. Donc, on va faire rien. Enfin, c'est ça qui rend dingue, plus que l'entourloupe sympathique, on va dire. C'est le côté un peu novlangue, anti-phrase. Enfin, on dit un truc qui veut dire exactement l'inverse. C'est une façon d'être, en fait. C'est vraiment une façon d'être qui fait que je pense que. En plus, la politique, c'est beaucoup de la séduction, donc ça joue vachement là-dessus. Je pense que c'est ça aussi les gilets jaunes et tout, c'est vraiment ça. C'est aussi la manière. Tu peux pas tout le temps insulter les gens. Et encore dit, la France, c'est 66 millions de procureurs. Tu sais, je suis sûr qu'il fait pas exprès, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui lui dise mais putain, mais t'as encore insulté les gens. Tu peux pas parler normalement aux gens. Elle dit ouais, c'est des Gaulois réfractaires. Dire à un mec qui est au chômage longue durée, horticulteur, mais si traverse la rue, il y a du boulot, tu peux faire la plonge. Mais c'est d'une violence. Tu vois, je trouve les gens calmes, quoi. Tu vois, face à ça, tu dis mais tu viens de me cracher à la gueule comme ça devant les caméras avec ton sourire. Ce que l'ancienne droite aurait pas fait, tu vois. Ils auraient fait, mais on va vous trouver. Vous êtes horticulteur, vous inquiétez pas. Dans une semaine, on va vous trouver un truc. Et puis, à la limite, ils s'en foutent. Mais tu vois, c'est le mépris, en fait. C'est le mot que je cherche plus tard. Peut-être je peux résumer. Peut-être tu pourras couper tout ça et résumer. Ils sont méprisants. Et je crois que le pire, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Tout ça pour ça. Je suis désolé. Pas de problème. Mais je réfléchis en même temps, j'ai pas l'habitude de... Et donc, je reviens à ton exercice quotidien oui, parce qu'on était parti avec ton petit micro. Dans tes chroniques, tu moques souvent de manière très potache la droite, on va dire bourgeoise ou juste libérale, les technophiles, ceux qui pensent que la technologie va tout sauver, les bouffeurs de viande, ceux qui n'aiment pas Hidalgo, les conducteurs d'automobiles. Comme tu le disais, ces gens-là, tu ne penses pas sincèrement qu'ils sont bêtes et méchants. Non, bien sûr que non. Ou alors, je suis bête et méchant. Enfin, on est tous un peu pareil, quoi. On fait tous avec ce qu'on a, on fait tous comme on peut, quoi. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup dans les discours, comme je te disais tout à l'heure, c'est comment le cerveau humain est perméable. Par exemple, un élément de langage qui va être travaillé. Donc, il y a des gens dont c'est le travail dans les ministères de bosser les éléments de langage. Donc, ils vont bosser, hop, tu as une petite fiche pour le ministre qui va les balancer. Matinale, France Inter, RMC, tout ça. La personne va écouter dans le taxi, ou alors le taxi lui-même, va reprendre cet élément de langage. C'est comme une petite phrase comme du prêt-à-penser, quoi. C'est-à-dire, regardez, on vous a résumé, tac, tac, bien ficelé, tu vois, c'est vraiment du travail de pro, quoi. Et moi, je le récupère sur le marché, quoi. Le même phrase, quoi, dit par quelqu'un qui pense qu'il pense, quoi, tu vois, qui pense que c'est lui qui a eu cette réflexion-là et qui est arrivé à cette conclusion. Ce qui est pas le cas. Ce qui est juste un truc, mais on l'a tous. Hein. Alors je pense, si on veut aller un peu plus loin, je pense que c'est aussi pas mal basé sur le fait qu'on est des mammifères et qu'on apprend par imitation et qu'on a tendance aussi... Ça a pu servir dans le passé, quoi. Ça a pu servir dans le passé, voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup. Des fois, je me dis, mais merde, c'est impossible que tu en sois arrivé à cette conclusion. Et donc, il suffit de questionner cet élément de langage en faisant un petit pas de côté, parce que bon, moi je les connais les éléments de langage, parce que là c'est mon travail pour le coup, je regarde ce qui se dit, etc., les tendances, et après je me dis, bon voilà, comment le péter un peu comme aux échecs en 2-3 coups, quoi. Souvent c'est pas très très compliqué, parce que eux ont pas besoin de les bétonner, les éléments de langage, ils savent que ça va passer, hein, c'est pas...
Mais toi, tu donnes presque la réponse à apporter à ces éléments de langage-là aux autres, quoi. Toi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi, Ouais, non, mais j'écoute une de tes chroniques et je sais ce que ma grand-mère à Noël va me dire. Ah oui, oui, Ma oui. grand-mère de droite bourgeoise, Ouais, mais que c'est pas j'aime besoin, beaucoup. t'as pas besoin de mes chroniques. Elle va dire ce que, enfin, ta grand-mère droite bourgeoise. Tu sais, tu peux finir ses phrases à mon avis, tu vois. Ouais. T'as pas besoin de mes chroniques. Tu sais très bien ce qu'elle va dire. C'est une espèce de schéma de pensée qui est jamais remis en question. Et moi, ce qui m'amuse, et ça m'amuse qu'on le fasse avec moi. C'est même pour ça que je suis devenu végétarien aussi, tu vois. C'est parce qu'à un moment donné, on m'a dit, bah ouais, mais t'es gentil de défendre les animaux. Si tu découpes des cochons à la tronçonneuse pour les bouffer. Et je me suis dit, bah ouais, ouais. Tu vois, j'ai pas d'argument, je peux pas. Et je me suis dit, bon, bah, soit je continue à être de mauvaise foi à ce niveau-là, ou soit j'adapte mon comportement. Donc ça m'intéresse, ça m'intéresse, le doute m'intéresse, quoi. Et si tu te rends compte que quelqu'un qui arrive avec, bah, je crois que j'ai un peu dit ça tout à l'heure, qui arrive en ayant une énorme certitude, quoi. Moi, je vais vous dire, la vie, c'est ça. Si tu vois, tu as l'impression qu'il a construit un château, quoi. Et bon, mon château, il est vraiment très, très solide, quoi. Et toi, tu fais, bah non, regarde, je crois que c'est pas solide. Tu sais, t'enlèves une petite pierre en bas et tout se pète la gueule. C'est pour ça que dans mes chroniques, je garde beaucoup les hésitations, tu vois, les gens, oui, mais, tu vois, ça me plaît. D'habitude, les journalistes dans les journaux, dans les flashs, ils enlèvent vachement, quoi. Moi, je dis, surtout au Réal, au début, ils me l'enlevaient, ils me disaient, bah tiens, ils appellent ça nettoyer un son. Et je dis, mais non. Moi, justement, je mets un point de montage au début, un point à la fin, et garde toute la séquence. C'est ça qui est rigolo, quoi. Donc ça m'intéresse, ouais, ouais. Donc non, il n'y a pas, la vie, pas soit les cons, soit les pas cons. Encore peut-être que Pascal Praud est une exception. Enfin, je rigole, je rigole. Non, non, mais même Pascal Tu lui Praud. laisses moins le bénéfice du doute qu'Emmanuel Macron, quand même, hein, c'est impressionnant. Non, non, je plaisante, non, ça ne me dérangerait pas de discuter avec Pascal Praud. En vrai. Eh ben, on peut organiser ça, Ouais. sur Chiche, ok. Parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi il réagit comme ça, quoi. Enfin bon, j'ai mes petites idées. Bon, alors laissons Pascal Praud de côté. Ouais, c'est ça. mais, On est parti sur deux. ma grand-mère, Dominique Voilà, Seux, ma grand-mère Dominique Seux. comment bon, voilà, maintenant qu'on a dit que c'est des gens qui étaient animés par des émotions positives, ou en tout cas qui pensent pas à mal, comment est-ce qu'on parle d'écologie aux gens qui en sont le plus éloignés aujourd'hui, des gens qui sont pour le coup pas en situation de faiblesse? Je parle pas des gens qui simplement n'ont pas les moyens de s'acheter du bio et pour qui ça reste une préoccupation plus que quelque chose sur lequel ils peuvent agir. Comment est-ce qu'on parle d'écologie aux réfractaires? Ben, alors, ça dépend ce que tu appelles les réfractaires à l'écologie. Je pense pas qu'il y ait des gens réfractaires à l'écologie qui disent non, non, mais moi, mon objectif, c'est de niquer la planète. Enfin, oui, il doit y en avoir, mais voilà, 2-3 débiles dans un coin. Enfin, c'est pas ça le principal enjeu, quoi. L'enjeu, c'est que bah, y a des gens qui n'ont pas d'autre choix que de s'occuper d'abord d'eux, de leur famille, avant de s'occuper du reste, quoi. Donc déjà, avant l'écologie, et c'est pour ça que l'écologie politique, c'est intéressant, les gens qui disent bah, « je vois pas pourquoi il y a un parti écolo, l'écologie ça devrait être dans tous les partis ». Non, l'écologie politique, c'est important parce que d'abord, il faut répartir les richesses et s'assurer que tout le monde assure sa survie, quoi. La Voilà, base. Dominique Seux, tu l'as déjà perdu normalement à ce moment du raisonnement. Oui, bah non. Et les gagnants, les perdants. Ceux qui ont gagné, ils ont gagné. Ceux qui ont perdu, tant pis. Non, bah non, évidemment, pour faire une société et puis pour que tout le monde s'intéresse à comment on va survivre sur cette planète, il faut que tout le monde déjà pense à sa survie à lui. Mais ça, c'est logique. Enfin, c'est humain, c'est animal, tout ce qu'on veut, quoi. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est ça. C'est pour ça que l'écologie peut pas être de droite pour moi. Si on veut résumer, hein, si on reprend le schéma droite-gauche, peut-être c'est un peu vieillot, mais Usul, il dit bien bourgeois. Non, non, mais c'est intéressant aussi de remettre des mots. Voilà, quoi. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est ça, quoi. Redistribuer les richesses et anéantir les inégalités, quoi. Une fois que tout le monde sera... alors ça peut se faire en même temps, évidemment. J'espère que ça peut se faire en même temps. Dans le même temps, oui, évidemment, après tu peux dire, bon, bah, maintenant, comme chacun a assuré sa survie, comment on va assurer notre survie globale, quoi. Ah, c'est un autre délire. Mais il y a plein de trucs. Par exemple, sur la viande, c'est hyper facile, la viande. La viande, c'est mauvais pour la santé, ça coûte cher. Et c'est mauvais pour l'écologie. Bah voilà. Tu vois, il y a juste un truc qui tient la viande, c'est le goût. Bah maintenant, ils font même des trucs Beyond Meat, là, je ne vais pas citer de marque. Enfin, il y a des steaks qui existent qui ont le même goût. Enfin, La viande donc de le goût culture, n'est plus un argument, et le reste, voilà, ce qui reste, c'est la culture, donc la tradition. Et la tradition, il n'y a rien de plus absurde que ça, parce qu'à un moment donné, c'est un mode qui a changé, et puis qui est resté, puis qui n'est pas remis en question, qui n'est jamais remis en question. On appelle ça la tradition. Et si on dit, bah, je sais pas, c'est con, non? Venez, on arrête.
ou la corrida, tu vois. Ah non, on a toujours fait comme ça. Déjà, c'est faux. Et en plus, bah ouais, mais si c'est nul, c'est nul. Hein. Et on leur a déjà Donc, dit, c'est con, allez, on arrête. C'est un argument qui fonctionne pas très bien. Et comment est-ce qu'on se fait des alliés de gens qui sont pour l'instant assez éloignés pas des préoccupations écologiques, mais peut-être des recettes dont on sait qu'elles vont fonctionner, quoi. Ceux qui disent, voilà, la croissance verte va nous sauver. Ah oui, d'accord, tu parles de cela, d'accord. Non, mais Ah oui, je pensais que tu parlais de ceux qui n'avaient pas le choix. Non, non, au contraire, Oui, je mais parle de t'as ceux raison, qui ont il le y a choix. ceux-là. Ouais. Bah, ils veulent pas abandonner là. Ils comprennent pas qu'en fait, ce qui nous a mis dans la merde et ce qui potentiellement nous a sauvés avant, à savoir le libéralisme économique, même le capitalisme, si on veut vraiment utiliser, et là, c'est vraiment des mots qui sont un peu chargés sémantiquement parlant, tu vois. Quand tu dis le capitalisme, tu dis attends, mais de quoi tu parles? Bon, mais bon, on est obligé d'aller un peu vite, donc on va dire le capitalisme. Ça nous a sorti sorti d'une période compliquée. Ça a été utile peut-être pour le progrès humain, en médecine, en plein de choses intéressantes, même en agriculture, possiblement. Mais c'est un système qui n'est plus opérant aujourd'hui. Donc, on le constate tous les jours, parce que c'est un système, si on continue, on va mourir, tout simplement. Donc là, tous les voyants sont en rouge. Non, donc, il faut l'abandonner, ce truc. Les gens qui te disent, oui, mais la croissance verte, etc., ils n'ont pas compris que c'est la croissance, en fait, qui pose le problème. Vert, bah, on mettra, tu as mis un ficus dans ton entreprise voilà, qui exploite du charbon, mais ça ne va pas suffire, quoi. Donc, il faut leur faire comprendre que le problème, c'est le mot croissance, qui paraît être un mot cool, mais qui, en fait, nous mène à notre perte, puisqu'on n'a qu'une planète. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment ces gens-là ne comprennent pas. C'est un peu la métaphore d'une oasis dans le désert, quoi. Si tu bouffes tout ce qu'il y a dans ton oasis et que tu crames tout, bah, enfin voilà, c'est tout. C'est vraiment con. Moi. Toi, je me dis, mais pourquoi tu comprends pas ça, en fait? Mais à force de le répéter, faut trouver les. J'ai pas la solution, évidemment. Hein, je réfléchis à voix haute, mais en tout cas, le truc à faire avec ces gens-là, c'est de leur dire, mais le problème, c'est justement cette structure économique. C'est pas parce que tu peindras en vert ta structure économique ou que tu la feras marcher avec des éoliennes que ça va radicalement changer les choses, quoi. Le problème, c'est la structure qui nous fait. D'ailleurs, le problème, c'est souvent la vitesse, en fait. Il y a un énorme besoin de ralentir, quoi. Et bon, bah, comme tout se tient, oh, la cohérence de cette émission, la compétition, c'est ça, il faut aller plus vite que l'autre, etc., etc. Donc, c'est une course sans fin, un truc. Donc, moi, je pense que la priorité, c'est de ralentir. Ralentir, répartir. Putain, j'ai l'impression que je vais me présenter à la présidentielle. Et bien alors justement, quelle transition. Ralentir, merci de faire répartir. le fil sur ta page Je dirais Instagram. même répartir, ralentir. J'ai vu sur un de tes comptes sur les réseaux sociaux que le site guillaumemeurice2022.fr avait été déposé. Tu comptes te présenter ou c'est j'en saurai plus dans les jours prochains. Ah oui? Ouais, tu vas voir. Ouh, suspense. Bon, on n'a pas encore des scoops, on n'a pas encore la primeur des scoops de Guillaume Meurice, c'est bientôt peut-être. Oui, donc tu t'es toujours tenu, enfin de ce que je sache, relativement loin de la politique, en tout cas de la politique des partis. C'est un truc qui te titille quand même. Ben, je ne saurais pas dans quelle mesure. La Ve République, c'est tellement un truc verrouillé, un système verrouillé, que je ne verrais pas. Là, si j'avais envie de faire de la politique, alors il faudrait que j'aille dans un parti. Bah, déjà, je serais pas bien sûr quel choisir. Ou alors créer un parti. Alors, tu rajoutes ce que je dis dans mes chroniques de la gauche divisée ou les gens divisés. Là, tu rajoutes une division. Enfin, tu vois, il y a. Donc, non. J'ai un peu étudié la question dans ma tête. Mais je vois pas là, je vois pas. Moi, je considère qu'en donnant son avis, déjà, on fait de la politique, quoi. Mais oui, ce que tu veux dire, c'est politique politicienne. Je vois pas où, comment, non. Mais peut-être un jour, je trouverai et je te dirai, ah, c'est bon, en fait, il fallait passer par là. Mais là, je vois pas bien. C'est la Ve République, c'est vraiment c'est une saloperie, ce truc. Hein. Ah non, mais c'est tellement pyramidal que. Et en plus, pour revenir, refaire une petite boucle avec nos amis les députés, là où quasi on ne peut pas leur en vouloir, en fait, c'est la structure qui fait que c'est ces gens-là qui sont à cet endroit-là. Quand tu commences en politique, quel que soit le parti, hein, prendre vraiment, quelles que soient tes idées, tu vas les défendre, etc. Et puis tu vas être acté sur les marchés, convaincre les gens. Puis on va te dire, bah tiens, il y a une place sur la liste. Tu vas dire, bah ouais, ça m'intéresse et tout. T'es élu, t'es machin. On va te dire, bah tiens, si tu veux, alors cette place-là, elle est un peu plus haute.
Mais faut que tu fasses un peu des compromis, que tu dises pas trop ci ou ça. Donc voilà, tu as compris le principe. Plus tu vas monter, plus tu vas faire de compromis. Donc les gens qui restent en haut, c'est les gens qui ont fait le plus de compromis possible. Donc tout ce qui reste de leur militantisme de base, de ce qui les animait au début, bah, ça n'existe plus. Donc ils sont là par pur opportunisme, mais c'est structurel, quoi. Ça, c'est pour ça que je leur en veux pas. Je leur en veux pas personnellement. Je me dis, bah ouais, mais en fait, c'est juste, c'est pas ta place. Le problème, c'est pas Macron. Le problème, c'est une structure qui permet à un mec comme Macron d'être président de la République, c'est-à-dire de dire, attendez, je vais gérer là. Non, c'est une structure qui va pas, ça. C'est un symptôme, en fait, Macron. C'est pas un problème. C'est pas Macron démission. C'est 5e République démission. Bon, lui, il est resté Voilà, en ligne tellement avec je vais me présenter. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Lui, il est resté fidèle à ses convictions. Enfin, Bah, lui, il est là, on imagine qu'il y a 10 ans, il pensait la même chose. Bah ouais, lui, il est chef du service marketing communication. De la Là, il y a France. une structure qui fait que c'est le chef du service communication marketing qui est le mieux placé parce que ouais, il faut montrer sa gueule, faire des promesses, paraître jeune et cool, et dire ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va changer pour les gens pour les gens que j'aime bien, et puis les autres, j'améliorerai un peu le truc. Enfin voilà, il faut vendre, quoi, du rêve. Bah, donc il a gagné, mais c'est pas tellement lui le problème, quoi. C'est Même la lui n'est pas à 5e. sa place, tu vois, même pour lui, pour son bonheur personnel. Je dirais non, ouais, on Pour va son on bonheur va te trouver un personnel. autre poste. Il y a un poste au service marketing de la Société Générale. Là, tu vas t'éclater. Peut-être qu'il serait bien à la campagne, au vert. Peut-être, ouais, il faudra lui demander. Enfin, que tu l'invites. Bah écoute, encore une invitation. Ouais, Emmanuel Macron, invite-le. si vous nous écoutez, vous êtes le bienvenu dans Vert. Invite-le et dis-lui non, mais je crois que tu n'es pas heureux, quoi. Ça va pas. Et alors, est-ce que malgré tout ça, il y a une personnalité politique ou non, mais pour laquelle tu te verrais voter en 2022? Ça, c'est la grande question. Alors, bah, pour l'instant, non. Ouais. Pour l'instant, vraiment, non. Bah, après, on n'a pas tous les noms des candidats, des candidates, quoi. Mais, Non, mais une personnalité publique qui partage un grand nombre de tes convictions et que peut-être des gens qui sont pas encore encartés dans des partis, mais, ouais, mais ouais, qui je sont dans le vois. débat public. Non, mais de toute façon, les gens, c'est pas très intéressant, c'est plutôt les programmes, quoi. Enfin, c'est un peu bateau, mais là, je vois pas, non, il n'y a pas tellement de personnalité. C'est ça le problème de la 5e République, c'est qu'il faut choisir un candidat, quoi. Enfin, bon, après, c'est bateau, hein, ce que je dis, mais tout le monde le dit, donc il faudrait voter pour lui, enfin, évidemment, pour des programmes et des idées, là. Ouais. Non, non, pour moi, il n'y a pas d'homme providentiel ni de femme providentielle, quoi. Ouais, dans ce Tant présent mieux, gouvernement, il y a un ministre viandard pro-chasse, il y a une ministre de l'écologie qui arrête pas de trahir les paroles qu'elle a ouais, eues tu dans le vois, passé. même elle, tu vois, qui a fait, voilà, elle devient ministre. Eh ben, J'ai- elle a fait tout un truc sur le glyphosate, non, les néonicotinoïdes, pardon. Et là, on lui dit, bon, bah Oui, non, c'est en ça, fait. elle avait voté pour le. Enfin, en tout cas, s'était Ouais, toujours battue pour son interdiction. elle s'était vachement Et puis battue, ouais, finalement, elle a, ouais. elle a dû porter le texte qui prolongeait C'est l'utilisation incroyable. des néonicotinoïdes. Mais demain, si les écolos sont au pouvoir, tu vas perdre ton boulot, toi. Non, pourquoi? Alors, si demain, il y a des gens qui sont fidèles à leurs convictions et qui appliquent un programme. Non, parce que mon boulot, c'est de traquer les failles de raisonnement, les contradictions. Bon, ça, je pense que tant que l'être humain sera l'être humain, j'aurai toujours du boulot. Non, après, je ne dis pas que je veux faire ce boulot-là toute ma vie. Je pense que j'arrêterai avant que l'être humain change à ce point-là. Non, moi, enfin, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. Donc, c'est pas tellement. Non, non, il n'y a pas de risque. Puis les écolos, alors, c'est vaste déjà. Même au sein du parti Europe Écologie Les Verts, c'est vaste. Donc, là, une fois de plus, ça va dépendre du programme, de ce qui est réellement appliqué, applicable, et puis tu sais, la politique, en fait, ça suit l'opinion publique, quoi. Puisque de toute façon, pour se faire élire, ils ont besoin de l'opinion publique. Donc, ils voient un peu les tendances, les sondages, ils se disent, bon, là, pourquoi tout le monde parle d'écologie? C'est parce qu'il y a des mobilisations Il fait chaud. écolo, ouais, il fait chaud l'été, et qu'il y a une forte pression. Mais c'est que ça, en fait. Et pareil pour le droit des femmes, pareil pour les violences policières. Si ces sujets-là sont mis sur la table, ils sont mis sur la table par ce qu'on appelle l'opinion publique, quoi. Donc les médias jouent leur rôle, mais les manifestants jouent leur rôle, les militants d'associations, les associations, tiens, d'ailleurs, c'est une bonne. C'est un bon pilier de la démocratie, quoi. Donc après, le politique vient après, quoi. Le politique, il dit, bon, attendez, oui, d'accord, j'ai vu, bon, on va un peu faire ci ou ça, quoi.
Et ton futur à toi, c'est quoi alors? Donc on a cité 15 de tes 1000 projets. C'est quoi la prochaine étape? C'est un agenda Guillaume Meurice ou Non, ben, un jeu de loi? Un bouquin? un bouquin qui va sortir en mars, là, ouais. Qui raconte l'histoire de Triboulet, qui était le bouffon de Louis XII et François Ier. Donc c'est un livre sur ce qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'est le rapport entre la politique et, on va dire plus exactement, le pouvoir et le rire, puisque le bouffon avait une place un peu centrale là-dedans, quoi. Et puis ce qui m'intéressait surtout, c'est comment le pouvoir intègre le rire et le sarcasme et la critique, on va dire, à l'intérieur de son propre système et de sa propre sphère d'influence. C'est-à-dire que le bouffon, il avait le droit de se foutre de la gueule du roi, mais c'est le roi qui lui filait à bouffer quand même. Et puis s'il avait envie de le buter, il le butait. Voilà, donc ça m'intéressait vachement de se dire comment on peut être finalement subversif en étant en devant sa vie et sa survie à un pouvoir, quoi. Et le deuxième truc qui m'intéressait, c'était la question des limites. Ça va rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ils avaient le droit de tout dire, mais jusqu'à une certaine limite. En l'occurrence, alors c'est assez peu documenté, les bouffons, il y a très peu de livres dessus, et il y a très peu d'archives. Donc moi c'est un roman, donc j'ai pu laisser aller mon imagination, mais il se disait que l'interdit était pas mal sur les femmes du roi, donc la reine, les maîtresses, la favorite, etc. Et donc comment une personne à qui on donne la liberté de tout dire, sauf ça, va s'arranger pour approcher la limite, la dépasser, tout ça. Je spoile pas. En fait, le fou du roi, c'est un peu la convention citoyenne pour le climat de Macron. On peut tout dire, mais il ne faut pas changer les règles de base du capitalisme. Et donc, faut pas vraiment réduire, mettre des taxes sur les SUV. Bon, on peut le dire, mais on le fait pas. Bah, la convention citoyenne, on aurait pu en parler, c'est un peu le même principe que Nicolas Hulot, quoi. Tu te dis, non, là, non. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais non. Bon, la comparaison historique assez limite. Non, c'est assez limite. Bon, bah, Guillaume, merci infiniment merci beaucoup d'être rendu cool. disponible, d'être venu nous voir. J'espère qu'on se fera une bouffe avec Pablo Servigne et Yves Cochet sur ce plateau à l'occasion. Et Pascal Pro et Macron, on a dit qu'on invitait tout le monde. Voilà. Tous les fous du roi. Voilà. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous à la tournée. Je tiens à remercier La Base, qui est ce tiers-lieu très connu de la lutte pour le climat, qui nous a fait le plaisir de nous laisser cette salle à disposition. Vert ne vit que grâce au soutien de ses lectrices et lecteurs, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un don sur la cagnotte OKPAL, vous trouverez le lien en description. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus, à faire des likes sur des retweets d'Instagram, voilà, et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. D'ici là, vous pourrez nous retrouver sur vert.eco pour, je le rappelle, tout lire de l'actualité de l'écologie en 7 minutes par jour. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Au revoir. Salut Guillaume. Salut.